Quand tu prends l'exemple de Coca, de Pepsi, ils font toujours de la pub. Il n'y a aucun fondateur d'agence qui a réellement eu des marques e-commerce. Les gens, ils vont pas acheter votre produit juste pour acheter votre produit. Ils vont acheter une histoire. J'ai un budget pour faire mes produits, un budget pour faire le site, et puis derrière, c'est bon. La grande différence, c'est que entre les spécialisations et diversification, c'est que nous, on est diversifié, mais en même temps spécialisé dans chaque pôle. Il y a des noms de marques qui sont pas cohérents, les couleurs, enfin, il y a plein de choses aux fondations souvent qui sont pas bien prises en compte. En général, vous savez, quand vous avez une marque e-commerce, vous avez une agence d'ads, une agence de site web, une agence d'emailing. Le problème, c'est que tu ajoutes 3 000 € ici, 2 000 € ici, 2 000 € ici. Tu arrives vite à des frais quand même élevés, 10 15 000 € de gestion. Nous, de base, on était e-commerçants, donc on s'est dit, on est des e-commerçants au service d'autres e-commerçants. Salut tout le monde, bon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une des premières vidéos avec Mathieu. Aujourd'hui, on va rester un peu entre nous, on va parler un petit peu du e-commerce, de l'agence, de nous. Donc, restez bien connectés et puis on espère que ce sera intéressant pour vous. Bon, du coup, Mathieu, premier sujet, comme je voulais aborder, et je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont se dire, oui, qu'est-ce qui vous différencie? Moi, c'était par rapport à l'agence. On parle beaucoup d'e-commerçants au service des e-commerçants. Est-ce que tu peux un petit peu expliquer ce qu'on fait, ce qu'on a en plus? Déjà, il faut dire qu'il y a beaucoup d'agences aujourd'hui sur le marché français, et même on va dire anglophone. Notre grande différence, nous, c'est qu'on est déjà des e-commerçants. Donc, des e-commerçants, service d'e-commerçants. C'est-à-dire que nous, déjà, on a commencé dans l'e-commerce avant de créer une agence. C'est vrai. Donc, on a nous-mêmes nos marques e-commerce. D'ailleurs, on en lance une nouvelle qui va bientôt sortir. On va faire un bulletin public. Donc, on va documenter nos réussites et nos échecs sur la chaîne YouTube. Donc, suivez ça avec attention. Et c'est ça notre différence. C'est qu'en fait, on comprend les problématiques de nos clients. Donc, on se met à leur place, on sait y répondre. On a déjà tout connu par rapport à ça. Que ce soit le problème avec les fournisseurs, les problèmes par rapport aux ads, etc. Comprendre tout l'écosystème d'une marque, ça, on sait faire. Donc, on sait se mettre à leur place et on sait y répondre. Ouais, non, c'est clair. On rejoint Mathieu là-dessus. Je pense que c'est notre gros avantage parce qu'on a déjà eu, de toute façon, pour le retour d'expérience, que ce soit avant quand on a commencé en dropshipping et après sur nos marques e-commerce, on a eu beaucoup de mal d'avoir des agences qui nous comprennent. Parce que forcément, après, il y a toujours un petit peu ce débat. Est-ce qu'une agence et une équipe peut tout faire ou est-ce qu'il faut absolument être dans cette spécialisation? Moi, on tend à croire, en tout cas avec Mathieu, que nous, on le voit par rapport à notre organisation. Certes, on connaît un peu tous les sujets, mais on ne dit pas qu'on est expert sur chacun des sujets. La grande différence, c'est que entre les spécialisations et diversification, c'est que nous, on est diversifiés, mais en même temps spécialisés dans chaque pôle. C'est ça. Donc, on a une personne experte dans un pôle spécifique. C'est-à-dire qu'on a 5 pôles différents. Donc, que ce soit le web design, que ce soit le community management, l'acquisition avec le SEO, les ads et l'emailing. On a aussi toute la partie consulting et enfin tout ce qui est création de contenu. Donc tout ce qui est créatif, shooting photo, shooting vidéo. Et là-dedans, vous retrouvez un expert à chaque pôle. Donc en fait, nous, on n'est pas expert dans tout. C'est pas possible, ça n'existe pas. On ferait n'importe quoi. C'est ça. On a une connaissance globale, on sait comment orienter, mais ça reste quand même des experts qui vont s'occuper de vous. C'est ça. Ouais, c'est l'idéal. Et puis surtout, parfois, on voit bien, même avant, pour la petite histoire, on avait eu une ancienne agence. On a eu aussi pu voir les différents problèmes, surtout les problèmes qui bloquent pour obtenir du résultat, que ce soit quand on n'a pas de base ou quand tu en obtiens beaucoup d'un coup, qu'est-ce qui te bloque? Et c'est vrai que ça nous a permis aussi de voir comment solutionner ces problèmes. Donc je pense que c'est le gros avantage. C'est le gros avantage et puis on a la main sur tout l'écosystème. C'est-à-dire que en fait nous on prend les responsabilités en notre nom. C'est-à-dire que si vous allez dans une agence X pour les ads, une agence Y pour les mails, chacun va se tirer la bourre pour dire c'est moi qui ramène du résultat. Non, en fait, c'est moi. Là, non. Nous, on prend tout sur les épaules et on fait en sorte d'amener quelque chose d'homogène et d'amener surtout du chiffre. De toute façon, on va pas se mentir, c'est un petit peu comme quand les gens travaillent avec nous, c'est comme si c'était notre marque. Oui, c'est ça en fait. On n'est pas associé avec vous. Non, on n'a pas de part. C'est ça. Mais du coup, on fait quand même tout pour pouvoir réussir parce que, comme tu l'as dit, Mathieu, on a toute la responsabilité et on peut pas se cacher derrière quelque chose. Non, après, on le voit très souvent quand on a un appel de découverte avec les personnes. Forcément, souvent, les personnes ont toujours un problème en tête de se dire moi je pense que c'est les ads, des trucs comme ça, mais en fait quand tu audites un petit peu tout, tu te rends compte que les problèmes peuvent venir d'ailleurs. Ça vient pas forcément de là. C'est ça. Et heureusement qu'on a cette partie holistique et qu'on peut intervenir dans d'autres endroits et c'est vrai que je dirais même heureusement qu'on a cette vision globale parce que parfois certaines personnes viennent nous voir mais on se rend compte qu'en fait le problème déjà il y a de la logistique, il y a le prix du fournisseur.
Et en fait, on se rend compte que nous, même si on travaille avec vous, on peut pas faire de magie. Si déjà la rentabilité est pas bonne. Ça, déjà en parlant de marge. Ouais, voilà. S'il y a des points qui sont pas respectés, on va dire, dans le business, dans une marque e-commerce, il n'y a pas de magie derrière. C'est vraiment des fondations qu'il faut pouvoir régler, en fait. Et je tiens à préciser aussi qu'en général, tu vois, les agences, elles prennent toujours des minimums de chiffre d'affaires. Ouais, c'est vrai. Elles prennent toujours des 10, 20, 30 000, 30 000 euros de chiffre d'affaires par mois, par exemple. Nous, c'est à partir de zéro. C'est-à-dire que même vous êtes en lancement, vous voulez créer votre marque, on peut vous aider à faire votre site, vous accompagner. Même une campagne Ulule. C'est ça, faire une campagne Ulule. On peut vous accompagner en fait d'un plan stratégique jusqu'à un accompagnement total. Bien sûr, il n'y a pas de... comment dire, si tu te lances, ça serait des gros frais quand même de tout déléguer, mais totalement. Bon, ça existe quand même. Mais on vous accompagne même à partir de 0 €. Donc, c'est aussi la différence qu'on essaie de prôner, c'est qu'il n'y a pas de petites personnes ou même de grandes marques. On sait que chacun a un besoin personnalisé en fonction de sa situation. Forcément, une marque qui fait 100 000 € par mois, elle aura besoin de scaler, d'avoir plus de choses autour. Mais quelqu'un qui commence de zéro, il peut très bien avoir un super projet. C'est juste que voilà, ça commence tout juste et nous, on l'accompagne de manière différente. Après, forcément, comme tu l'as dit, les gens qui ont une plus grosse marque, forcément plus de budget à allouer. Mais ça n'empêche pas que votre projet est tout aussi important et que nous, on le traite aussi avec une grande importance. Exactement. Mais et en plus de ça, on s'adapte à tous les budgets. C'est-à-dire que les petites marques, on ne va pas vous mettre des frais énormes, des frais élevés d'agence, comme si vous déléguiez tout. Non, tout est optimisé. Il y a du consulting pour justement ce type de marque-là. Il y a des accompagnements pour des plus grosses marques à partir de 10 000 € par mois jusqu'à X milliers d'euros. Donc pour l'instant, tout est fait pour qu'on réussisse. Ouais, c'est ça. Puis je pense que c'est là aussi où on se met à la place des personnes parce qu'on sait ce que c'est. Quand tu commences et que tu fais peut-être 1 000 €, 2 000 €. Alors au début, bien sûr, quand on est fondateur de marque, on commence sur le e-commerce, on est content, mais on se rend vite compte que c'est pas grâce à ça qu'on va pouvoir payer plein de choses autour. Donc on en a conscience. Donc le but aussi, c'est toujours avoir des prix adaptés par rapport à votre situation et que pour vous, ce soit pas un risque, que vous voyez vraiment comme un plus. Parce que le but, c'est de s'aider. Nous, bien sûr que certaines personnes, vous aurez juste envie d'avoir un site internet ou une charte graphique, ça peut arriver. Mais le but, avec nous, c'est vraiment d'avoir cet accompagnant, de se voir évoluer dans le temps ensemble. C'est ce qu'il y a de plus gratifiant parce que même les personnes de nos équipes, forcément que je prends par exemple l'exemple du web design. Au début, ils vont commencer sur une V1, travailler, quelques mois après, avancer les choses. Donc même pour eux, c'est super intéressant d'avoir une vraie histoire et d'avancer. Ouais, puis c'est continuellement de l'A/B testing avec le site, avec l'acquisition, que ce soit les ads, que ce soit les mailings. Donc c'est tout un écosystème à prendre en compte et ça vient pas que forcément d'un problème des ads, comme je disais tout à l'heure, du site web. C'est un environnement à gérer et nous, on prend la charge de gérer tout ça avec nos équipes en interne. Ouais, c'est ça. Puis ce que je tiens à rappeler aussi, c'est que peu importe, dites-vous, peu importe le niveau de votre marque, vous aurez toujours à faire mieux. Parce que parfois, on entend, oui, là, c'est bon, j'ai fait mon site, il est terminé pendant 2 ans, 3 ans, je suis tranquille. Non, ça veut rien dire. S'il y a un amas de clients sur votre site, déjà, il va avoir plein de retours, il va y avoir plein d'améliorations à faire, mais il y aura aussi forcément des optimisations à faire pour avoir un meilleur panier abandonné, une meilleure LTV. parcours d'achat et une meilleure LTV, comme tu dis. Donc, il y a plein de choses à faire. Mais moi, j'ai une autre question là, Mathieu, qui me vient. Plein de fois, on nous le demande. Ok, vous dites e-commerçant au service d'e-commerçant, mais est-ce que vous êtes capable de répondre à tous les différents secteurs de domaine ? Alors, par rapport au secteur, tu parles de, par exemple, joaillerie. Ouais, voilà, c'est ça, par exemple. On a différents clients au sein de l'agence aujourd'hui, que ce soit de la joaillerie, de la beauté, compléments alimentaires, même l'habitat, avec des panneaux, par exemple, acoustiques, comme tu sais, des 2 mètres par 1 mètre. Donc, on s'adapte à tous les types de clients. En tout cas, tout ce qui est D2C, donc e-commerce. Après, tout ce qui est en dehors de l'e-commerce, on n'y touche pas forcément. Tout ce qui est génération de leads, ça, c'est pas notre domaine. C'est pas notre cœur de métier. Ok, très bien. Du coup, j'avais une autre question pour toi. Du coup, pourquoi, tu peux expliquer à tous ceux qui nous regardent pourquoi on a créé Mic, du coup, et raconte un petit peu l'histoire. Ouais, l'histoire forcément, donc, comme on l'a dit juste avant, c'est qu'on a travaillé dans cette partie e-commerce longtemps. Et déjà, les premières problématiques qu'on a eues, ça a toujours été le premier, sincèrement, c'est ce manque de rendement sur la partie acquisition. Je pense qu'on a tous le même problème au début quand tu commences. C'est ça, on veut des ventes, on veut monter, mais à chaque fois, on est déçu. Le ROS est faible, je parle surtout des ads au début, sachant qu'avec Mathieu, il y avait pas mal de choses qu'on faisait par nous-mêmes. Donc voilà, on était quand même pas mal déçus. Et puis, au bout d'un moment, on a eu cette opportunité de faire notre première agence. On a pu se lancer, etc. Donc, voilà, on a eu des salariés, on a pu avoir une certaine maîtrise des ads, apprendre beaucoup plus de choses. On faisait des ads et du email. C'est ça, donc uniquement ça. Ouais, c'est ça, uniquement ça. Et puis, rapidement, on a eu ces problèmes. On va pas mentir là-dessus. C'est que
Le problème, quelqu'un qui arrive, on est tout content de pouvoir faire des campagnes, commencer. Il y a beaucoup de personnes qui commencent de zéro. Donc, en soi, il n'y a rien de mauvais là-dessus, mais il faut s'attendre à récupérer beaucoup de data, prendre du temps et tout. Mais derrière, on s'est vite rendu compte que les créas sont pas au rendez-vous, le site internet. Le site n'est pas forcément optimisé, le CRO est pas forcément bon. Ouais. Parce que ce qui fait que c'est pas nous qui avons la main sur le site. C'est ça, je dis. Donc c'est compliqué. Ouais, je dirais même pour certains, y a des noms de marques qui sont pas cohérents, les couleurs, enfin, il y a plein de choses aux fondations souvent qui sont pas bien prises en compte. Mais après, en même temps, pourtant, c'est les bases et c'est ce qui va faire la suite de ta marque. C'est donc, ça. Si t'as pas des bonnes fondations, tu vas pas pouvoir avoir un projet viable sur le long terme. C'est ça. Et nous, on jette la pierre sur personne parce que forcément, quand on commence ce domaine, nous, les premiers, quand on y était, on savait pas faire. On a appris, on a fait des erreurs. Le problème, c'est que dans la position dans laquelle on était avec cette agence d'acquisition, on pouvait pas. C'était pas à nous de donner ces conseils-là parce qu'en soi, on était pas catalogué, mais on est quand même dans ce rôle. T'es quand même dans ton rôle de media buying, quoi, d'acquisition. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'au bout d'un moment, au bout d'un an, on s'est dit, on a fait le tour et on veut vraiment créer MIG. On a envie, c'est ce qu'on s'est rendu compte aussi avec Mathieu. Ce qu'on aimait, c'était vraiment pouvoir gérer tout cet écosystème, prendre les responsabilités parce qu'on en avait un petit peu marre aussi des concurrents ou des gens autour qui nous disaient oui mais c'est pas ma faute, c'est la faute d'un tel. Moi mes créas j'ai toujours fait comme ça a toujours fonctionné. Moi mon site il y a toujours comme ça a toujours eu taux de conversion. Et au-delà de ça, en gros je dis un mot fort, mais on trimballait le client de prestataire en prestataire pour un site web, pour des créas, etc. Forcément, c'était pas ce qui était de mieux. Et en plus de ça, quand on a fait, on avait eu envie de créer cette nouvelle agence qui est MIG actuellement, on leur avait demandé si eux, ils souhaitaient justement un interlocuteur unique. Et c'était souvent ce qui revenait. Le problème, c'est que en général, vous savez, quand vous avez une marque e-commerce, vous avez une agence d'ads, une agence de site web, une agence d'emailing. Le problème, c'est que tu ajoutes 3 000 € ici, 2 000 € ici, 2 000 € ici. Tu arrives vite à des frais quand même élevés, 10, 15 000 € de gestion. C'est quand même élevé. C'est ça, clairement. Donc c'est aussi ce qu'on cherchait. Bien sûr, on s'est renseigné. Et les agences, ça coûte cher. Je veux dire, à la carte, ça coûte très cher un service. Et on s'est dit, même en regardant, il n'y avait pas forcément de grosse concurrence. Non. Mais pourquoi ? Parce que il y a aucun fondateur d'agence qui a réellement eu des marques e-commerce. Même aucun. Hein. Oui, non, on va être honnête là-dessus. Je pense que tout le monde a touché un petit peu au commerce, au dropshipping, même si personne ne veut le dire. Mais derrière, oui, on était l'un des premiers à faire ça. Une des premières agences. Une des premières agences à faire ça. Et donc, on savait qu'on avait notre épingle du jeu à sortir. Et comme l'a dit Mathieu, vraiment de prendre cette responsabilité, pas de faire de blabla. Il y a toujours des solutions, mais il y aura aussi toujours ces problèmes-là à solutionner, peu importe le niveau de la marque. Donc voilà pourquoi on a créé MIG et maintenant on en est content parce que, comme l'a dit Mathieu, la différence, au lieu d'avoir différentes agences partout, là on a différentes personnes dans notre équipe, sauf que elles se parlent entre elles. C'est ça. Et il y a un vrai suivi par exemple du web design jusqu'à la communication. C'est ça, il y a un vrai fil conducteur. Ouais, c'est ça, un vrai fil conducteur entre toutes les personnes. C'est-à-dire que d'habitude, si tu as ton agence classique de ads, ils vont te parler à toi tu vas retranscrire, peut-être tu vas mal le retranscrire à la personne qui gère tes créas ou ton emailing, etc. Bref, mais du coup, au-delà de faire des frais, ça perd aussi de sa gestion. C'est-à-dire que c'est moins fluide. En fluidité de gestion, c'est moins fluide. Ouais, c'est vrai. Et puis, je pense qu'il y a 2 derniers points. Là, si on est encore plus honnête, c'est qu'avec Mathieu, on n'est pas des menteurs. On est vraiment un peu trash parfois avec certains prospects ou certains clients. Parce qu'on n'est pas là pour vous mentir. Le but, c'est de travailler ensemble longtemps. Clair, on n'est pas là pour vous brosser dans le sens du poil. Ouais, c'est ça. Tout en étant, bien sûr... Oui, toujours avec des choses concrètes avec les preuves. Parce que c'était là aussi où ça nous bloquait sur notre ancienne agence. C'est que parfois, on voyait les problèmes, mais on n'est pas là pour amener notre jugement. Malheureusement, on ne pouvait pas le faire. Et là, quand quelqu'un arrive, nous dit les choses, nous, on arrive avec des choses concrètes, même si parfois ça peut faire un peu mal. C'est toujours embêtant quand on a fait ce travail-là de se dire, ah ouais, mince. Surtout que ta marque, c'est ton bébé, c'est toi qui l'as créé. Il y a un gars tu connais ni Adam ni Dave, il te dit, ton site, il est pourri, on va pas se le cacher. Ça tape dans l'ego. Oui, ça fait chier, c'est sûr. Mais voilà, on est là. C'est toujours dans le but d'avancer. Ouais, c'est ça. Toujours dans le but d'avancer. C'est ça, toujours le but d'avancer. Et puis, pour terminer, je pense, c'est que la partie, ce qu'on aime avec Mathieu, c'est que peu importe le service, peu importe là où on commence avec nous, c'est de pouvoir donner des conseils, être là, être présent, être réactif. Parce que je pense que ça aussi, c'est un point... C'est un point qu'on a connu, comme tu l'as dit tout à l'heure, quand on a voulu déléguer nos marques ou même quand on a fait du dropshipping. Très compliqué, que ce soit le suivi,
des frais élevés, des frais cachés aussi, toujours, Ouais, aussi. comme tu l'as dit. Et la confiance. Ouais. À la fin, c'est la confiance parce que je pense que c'est ce qui fera tout sur le travail. C'est ça. Le travail ensemble, que ce soit pour nous ou pour les équipes, c'est d'avoir cette confiance et de savoir que quand on mène une action, on se dit bon bah MIG ils vont gérer. Ouais, c'est ça, exact. Du coup, là Mathieu, on a quand même notre retour d'expérience. Ouais. Toi, les étapes clés pour pouvoir lancer une marque e-commerce, qu'est-ce que tu ferais pour pouvoir bien la préparer en amont? Déjà, pour lancer une marque e-commerce, je regarderai un peu ce qui se fait un peu à l'étranger. Tu vois, surtout Ok. le marché US. Ok, d'accord. Vous n'êtes pas obligé de réinventer la roue. Il y a des concepts qui marchent qui sont pas encore sur le marché français, par exemple. Le marché à l'étranger, je prends notamment le marché US parce que c'est le plus gros marché. Ouais, Et logique. c'est là où on s'inspire le plus. Ils ont 5-10 ans d'avance, si ce n'est même plus. Donc, inspire-toi d'une marque e-commerce qui fonctionne bien aux US et essaie pas de la dupliquer, bien sûr, avec ton image. Tu crées ton image autour de ça, de ce produit-là, mais tu prends ce produit-là Sont inspirés. et tu t'en inspires. Ok. Il y a plein de marques qui ont fait ça et qui ont eu succès. Nous, déjà, les premiers, quand on a commencé dans l'e-commerce, c'est ce qu'on faisait, on s'inspirait sans pour autant copier, attention. Mais je pense que je partirais déjà de cette base-là. Ok. Je ne vais pas réinventer la roue, je pars d'une marque que je connais, qui n'est pas en France, bien sûr. Et je la design autour de ça, je crée le nom, je crée un peu l'univers, bien sûr. Ouais. Mais ouais, je partirais comme ça. Ok. Et toi, tu ferais comment? Bah, c'est vrai que là-dessus, je suis un peu d'accord. Après, moi, je vais juste donner un exemple différent. Ouais. Imaginons, je suis passionné, par exemple, voilà, c'est vrai. par des produits pour le sport. Bah, je pense que du coup, forcément, je regarderai la concurrence, mais je vais me prendre un peu dans le cas de tout le monde, regarder ce qui se fait un peu partout pour prendre de l'inspiration. Mais derrière, je pense que le point le plus important, ça va être surtout d'étudier, et ça, j'insiste, au moment de la création du produit, bah, ma charte graphique, mon nom, le logo, la rentabilité, et de vraiment bien connaître son parcours d'achat de A à Z. Ouais. Je veux dire, du moment où j'achète mon produit jusqu'à la vente, combien de temps, combien ça me coûte. Je pense Surtout ça, surtout ça, pas négliger, parce qu'en fait, souvent, il y en a, comme tu dis, ils vont lancer leur marque, mais au final, dès lors qu'ils la lancent, en fait, ils sont pas rentables. Ouais. Ce qui fait qu'en fait, au bout de 6 mois, ils ont plus d'argent, et en fait, ils sont obligés de soit revendre la marque à faible coût, ou alors carrément couper et retourner salarié. Ça, c'est déjà arrivé dans certains cas. Donc ça, c'est à éviter, comme tu dis. Et puis même en dehors de ça, en dehors de l'image, enfin de tout ce qui est charte graphique, logo, etc. Surtout prendre en compte l'histoire autour de la marque. Le storytelling, c'est... Les gens, ils vont pas acheter votre produit juste pour acheter votre produit. Ils vont acheter une histoire. T'achètes pas des Nike parce que tu les trouves super belles. Ok, c'est beau, mais t'achètes une Nike parce qu'il y a de l'histoire derrière. Tu te sens puissant. Enfin voilà, tu vois ce que je veux dire, c'est la référence. C'est pareil, t'achètes pas une Rolex pour lire l'heure. C'est des choses bateaux, mais c'est vrai. Non, c'est vrai. Donc ça compte aussi. Et encore plus, je dirais, pour le marché, par exemple, de la cosmétique. Encore plus. À moins que vous ayez un budget énorme, par exemple, et qui vous permet de développer des tout nouveaux produits, la plupart du temps, vous aurez les mêmes produits que ce qui existe déjà sur le marché. Vrai. Donc, ce qui va vous permettre de vous différencier, c'est votre storytelling et votre positionnement. L'angle marketing, important. Ça va être important. On prend l'exemple le plus marqué, mais par exemple pour de la cosmétique, on sait très bien que si par exemple vous vous positionnez pour des femmes blanches ou des femmes noires, l'angle marketing sera différent. Vous prenez aussi un positionnement. Alors attention, ne jamais avoir peur d'avoir au début une cible, parce que ça ne dérange pas. Il y a une tonne de personnes sur Terre. C'est pas parce que vous avez un marché niché que déjà ça va pas vous permettre de réussir à faire du chiffre, mais derrière aussi, ça ne vous empêchera pas d'élargir votre cible petit à petit. Mais une fois que le PMF est confirmé. En gros, le PMF, c'est Product Market Fit. Donc ça veut dire que votre produit est validé par le marché. C'est ça. Donc tant qu'il n'est pas validé, essayez de vous contenter, comme dit Ismaël, sur une seule niche. Allez pas, par exemple, si comme tu disais, une marque cosmétique pour les femmes noires, métisses, allez pas directement, voyez que ça marchait pas, allez pas directement sur les femmes blanches, etc. Non. Vous allez perdre, en tout cas en crédibilité, et vous n'allez pas forcément vendre. Ouais, c'est ça. Puis c'est d'autant plus compliqué. S'adresser à tout... Comme tu dis, s'adresser à tout le monde, s'adresser à n'importe qui. C'est ça. Donc, c'est très, très complexe. Donc voilà. Et puis même après, en termes d'acquisition, je pense qu'il est très important avant de se lancer, c'est de bien prévoir son budget. Parce que dans le e-commerce, surtout sans expérience, il y a plein de frais cachés qu'on ne s'attend pas. C'est pas juste en regardant YouTube qu'on arrive à tout savoir. Donc, essayez de définir un certain budget et bien vraiment le départager. Parce que je vois beaucoup de gens qui se disent, voilà, j'ai un budget pour faire mes produits, un budget pour faire le site, et puis derrière, c'est bon. Voilà, ça, il faut vraiment le prendre en compte, que derrière, il y a de l'acquisition. Il y a le marketing, le marketing derrière. C'est ça. Le marketing, ça va être un gros budget, et je pense que c'est bien d'apprendre. Et attention, c'est pas que un site. Parce que souvent, on vient nous voir, j'ai fait mon site, mais j'ai pas de vente. Mais en fait, derrière, il faut bien comprendre que
tous ceux qui vendent en e-commerce, ils ont de l'acquisition autour, que ce soit de l'organique. Donc l'organique, c'est tout ce qui est partie réseaux sociaux où vous dépensez 0 €, clairement. Que ce soit Instagram, création de contenu TikTok, Totalement. Instagram, etc. Et après, vous avez tout ce qui est paid. Donc tout ce qui est ads, emailing. Bon, on peut pas le considérer comme paid, même s'il y a un petit abonnement, mais même le SEO, c'est du référencement naturel. Et ça, c'est important, c'est gratuit, mais c'est important à mettre dès le début, par exemple. C'est clair. Donc c'est toute une acquisition qui est à prendre en globalité. Donc c'est important d'être conscient de tout ça, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis je pense qu'en soi, le dernier point, c'est dès le début aussi de savoir ce que vous aimez faire, ce que vous aimez pas faire, et ce que vous êtes capable de faire et pas capable de faire. Parce que, je veux dire, par exemple, la comptabilité, la gestion de votre marque, ça, vous êtes obligé. Il y aura personne pour le faire à votre place, même si on sait bien que c'est un peu chiant parfois la compta. Il faut le faire. Mais par exemple, j'ai n'importe quoi, vous adorez créer des réels sur les réseaux, tant mieux, faites-le. Si en plus vous prenez du temps et du plaisir à le faire, faites-le. Mais par exemple, si vous ne savez pas faire les ads, ça ne vous intéresse pas, vous allez plus perdre de temps et d'argent à vouloir essayer de le faire par vous-même. Vous allez être dégoûté par ça et vous allez, limite, on voit bien, certaines personnes, ils perdent la confiance sur ce levier et donc ils pensent que ça sert à rien. Voilà, c'est ça. Donc, vraiment, dès le début, même si certes, ça coûte de l'argent, il faut pouvoir délimiter qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je peux pas faire. Je le délègue et ça, au moins, je me focus sur ce qui va me faire gagner du temps et de l'argent aussi. Et le plus important aussi, ça, on l'a dit déjà entre nous, même plusieurs fois, on l'a vu, ce qui va faire le succès d'une marque, au-delà d'avoir un bon branding, au-delà d'avoir des bons réseaux, etc., c'est surtout l'impact qu'a son fondateur. C'est-à-dire que si vous êtes un fondateur, vous créez une marque, mais que derrière, vous pensez que vous allez tout déléguer, et vous êtes les mains dans les poches et attendre juste le cash, je tiens à vous dire tout de suite, ne vous lancez pas, vous allez être dépité et vous allez avoir 0 € de chiffre d'affaires. Même clair. 0 € de bénéfice. Parce que c'est pas possible... C'est pas possible, même en venant avec nous, de dire, même si vous avez beaucoup de budget, sincèrement, de nous dire, par exemple, Mig, je veux que vous fassiez tout de A à Z. En soi, c'est possible, mais le cœur de la marque, surtout pour certains secteurs, comme la cosmétique, on se répète, mais il va falloir donner de sa personne. Que ce soit sur les réseaux, se filmer, que ce soit, par exemple, se développer sur LinkedIn, chercher des partenaires, même pour le B2B, c'est plein. C'est ça, mais même au-delà de ça, tu peux faire de A à Z, comme tu dis, sauf que ça va être des frais, mais juste énormes. C'est-à-dire qu'il faut quelqu'un qui va créer du contenu à ta place. Quelqu'un qui va gérer tes équipes, tes équipes en parlant de faire la liaison entre nous et les équipes de la marque. Totalement. Donc c'est ça qui est compliqué, c'est que et puis on l'a bien vu. Nous on a déjà eu des fondateurs qui n'étaient pas impliqués. Le problème quand t'es pas impliqué, tu suis rien et puis finalement en fait ta marque c'est comme un soufflet et puis elle redescend. C'est ça clairement. Et après du coup ça m'emmène à penser beaucoup de gens, alors forcément on le conseille aussi à tout le monde de développer son image pour sa marque. Mais plein de fois, on nous dit, oui, mais si ça repose que sur ma marque, derrière, si un jour je veux la vendre, personne n'en voudra. Toi, qu'est-ce que t'en penses, Mathieu, là-dessus ? Par rapport à ça, moi, je trouve pas que c'est un problème. Parce que dans tous les cas, même si tu veux revendre ta marque, après, tu peux rester en tant que consultant. Tu restes en tant que consultant et puis tu peux prendre un salaire par rapport à ça et l'aider à développer. Et puis, dans tous les cas, je trouve pas que c'est un problème parce que dans tous les cas, tu crées quelque chose qui a de la valeur. Et donc, dans tous les cas, tu seras payé à la valeur que tu as créée. Totalement. Donc, je vois pas le problème. Après, je pense que souvent... De toute façon, on a l'habitude d'être cru et honnête, mais je pense que certains se cachent derrière ça aussi. Pour éviter de se mettre en avant et pour éviter parce qu'ils ont forcément peur des caméras ou autres. Parce que même nous, derrière la caméra, ça, on le comprend, c'est des choses nouvelles, c'est pas quelque chose de naturel et de commun. Donc, non, c'est clair. Et puis, moi, je pense qu'il faut aussi relativiser. Ok, au début de votre marque, ça va être énormément peut-être votre visage, parce que c'est des frais supplémentaires de prendre des créateurs, des mannequins, mais plus on avance, plus on voit bien qu'on met plein de créateurs, plein de mannequins, et à la fin, vous apparaissez presque plus. On va dire que le seul réseau social où vous serez toujours présent sera que votre tête, c'est LinkedIn. Oui, si jamais vous en faites. Voilà, c'est ça, si jamais vous en faites. Et puis derrière, pour vous, ça va que vous être du positif, parce que même si vous revendez votre marque plus tard, on pourra dire, ah oui, c'est un tel, c'est celui qui a vendu cette marque. Oui, c'est ça. Vous pouvez ensuite... on va dire changer de business. Changer de business tout en étant dans le business du e-commerce. Et en gardant cette référence. C'est ça, être consultant pour d'autres marques e-commerce, peu importe. Mais vous pouvez, en tout cas, quand vous créez votre marque et qu'on sait que c'est la vôtre et que vous l'avez vendue, vous pouvez en tout cas créer un personnage autour de ça. C'est ça, totalement. J'ai une question aussi pour toi, Ismaël. Comment tu vois une marque long terme ? C'est-à-dire, est-ce que tu te reposes uniquement sur des nouveaux clients et un afflux toujours retomber à zéro, c'est-à-dire le mois d'après et toujours avoir des nouveaux clients ? Ou alors te baser sur des clients récurrents avec une bonne LTV.
Ok. Bah, je pense, bon, je vais casser le suspense directement. En soi, on a besoin des deux. Si on veut pouvoir augmenter son chiffre d'affaires, il faut des nouvelles personnes, mais il faut aussi garder cette base client. Par contre, pour moi, le point essentiel et que tout le monde délaisse beaucoup trop, c'est d'entretenir ses clients actuels. Ça, c'est vrai. Parce qu'on sait le coût que ça a d'avoir de nouveaux clients, de convaincre quelqu'un. C'est de plus en plus compliqué en 2024 avec la concurrence, les frais publicitaires qui montent, etc. Donc, pour moi, un client qui vient chez vous, qui a acheté, normalement, si vous ne doutez pas de votre produit, il est satisfait. Oui. Donc, oui, il faut le chouchouter. C'est important. La personne reviendra facilement, surtout s'il y a un produit qui est consommable. Le produit a une durée de vie assez courte. Mais je dis n'importe quoi, le produit dure 1 mois. Il peut revenir acheter sur les 12 mois de l'année. Oui. Donc, c'est ultra intéressant. Et surtout que derrière le but, je dis n'importe quoi. Au début, j'achète un shampoing. Bon, là, c'est un mauvais exemple. Mais derrière, forcément, qu'il y aura d'autres produits dans votre gamme. Donc, je vais acheter un shampoing. Peut-être que derrière, j'aurai envie d'acheter un masque. Ouais. Et voilà. Donc, le panier moyen va aussi monter. Ce sera aussi eux, on va pas se mentir, les meilleurs égéries de la marque. Parce que ils vont en parler à leurs amis, bouche à oreille, sur les réseaux. On en est toujours fiers. Quand tu achètes un nouveau vêtement, un truc comme ça, tu vas le montrer, tu vas le porter. Donc, tu vas en parler à tes amis. Et donc, derrière, eux, ils vont aussi avoir envie d'acheter. Donc oui, pour moi, le point essentiel, c'est de chouchouter tes clients actuels. Il y a plein de choses possibles pour pouvoir les chouchouter. Je sais pas si tu voudrais en parler un peu, Mathieu. Ouais, j'aimerais bien en parler. Ouais. Mais ouais, je pense que c'est vraiment l'importance de pouvoir les écouter déjà dans ces premiers retours et de leur apporter toujours un maximum de valeur, que ce soit dans vos produits, mais aussi avec des conseils, des choses gratuites, etc. Du coup, le point important, c'est comment on fait pour, pour justement garder ses clients. Donc déjà, ou alors de faire des clients récurrents. Si vous communiquez pas, ils vont pas savoir que que vous existez. Quand tu prends l'exemple de Coca, de Pepsi, ils font toujours de la pub. Pourtant, il n'y a plus à prouver que c'est des grosses marques. Tu vois. C'est clair. Et tout le monde les connaît. Pourtant, ils font toujours de la publicité, soit sur la télé, soit sur les publicités. Totalement. Soit sur en ligne, pardon. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, il y a plein de manières justement d'augmenter, on va dire, ta LTV, que ce soit par l'emailing, avec différentes séquences, des newsletters justement, différentes newsletters, 1 à 2 par semaine. Ça, les gens, ils le délaissent beaucoup trop. Ça, ils le délaissent beaucoup, ça, c'est Alors, même chose, bon, on rentre encore un peu dans le technique, mais il faut avoir quand même une minimum de base client avant de commencer pour pouvoir être rentable, mis à part si vous le faites vous-même. En soi, c'est de l'argent. Mais après, il n'y a pas forcément d'intérêt, tu vois, s'ils n'ont pas minimum 4000, entre 4 et 6000 emails, ça ne sert pas à grand-chose parce qu'il y aura peu de personnes qui vont rentabiliser. C'est vrai. Mais après, derrière, oui, il y a tout ce qui est déjà programme d'affiliation. Vos clients peuvent très bien avoir un pourcentage sur les conseils de vente parce qu'en soi, vous, c'est gratuit, donc vous pouvez très bien vous permettre de donner 10% à vos clients et eux seront contents. On a dit la partie mail, il y a la partie ads. Le remarketing. Voilà, c'est ça, avec de la rétention et tout. Et puis, qu'est-ce qu'on peut donner d'autre pour garder après, il y a tout ce qui est aussi... en vrai, c'est un peu caché, mais le fait que, par exemple, moi, je prends l'exemple d'Horace. Quand j'ai commandé en ligne, par exemple, ils m'ont offert un savon. Parce que j'ai dépassé, par exemple, 50 euros d'achat. C'est vrai. Et du coup, ce qui donne envie, forcément, tu as l'expérience client qui compte. Donc ça rentre aussi dans tout ce qui est rétention et augmentation du nombre de clients récurrents. C'est vrai. Ouais, c'est vrai, par l'unboxing. Ouais, c'est ça. Avoir des petites attentions, c'est tout bête, mais par exemple, recevoir un mail pour son anniversaire. Ouais, c'est ça, Des petits cadeaux aussi, des petits cadeaux ou des petits codes promo, ça fait toujours plaisir. Et je pense que c'est comme ça qu'on se sent dans la marque, réellement. Quoi. Et comme tu disais, Ismaël, les coûts d'acquisition, d'année en année, ils augmentent. Ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, tu ne peux pas te baser uniquement sur de la publicité. Donc, il faut que tu prennes, c'est une marque, comme on le dit souvent, c'est un écosystème. Donc, que ça soit ça se trouve, tu vas ramener des clients par rapport à ton ads, et sauf qu'en fait, tu ne vas pas être rentable avec ça, au premier coup. Mais tu vas être rentable avec de l'email qui va récupérer le trafic que tu as perdu. Totalement. Et même en termes de rétention, il y en a, ils s'arrêtent. Par exemple, je dis une bêtise, un ROI de x1, donc c'est-à-dire que tu dépenses 10 euros en publicité, tu as fait 10 euros, donc on va dire t'es break-even, tu gagnes pas et tu perds pas d'argent. Sauf qu'en fait, ce client que tu as gagné, sa LTV, elle va être de 80 euros par exemple. C'est ça, Donc ça va être sur l'année. Donc c'est pour ça que c'est important. Non, puis il y a plein de particularités, pardon. C'est que par exemple, quelqu'un peut très bien venir des ads Meta, mais derrière, il achète une première fois. Avec vos mails que vous avez programmés, il s'abonne à vos réseaux sociaux. Et donc, en fait, le client, juste, il suit vos réseaux et il achète. Donc, il y a plein de possibilités que le trafic change. Et c'est pour ça qu'on a créé Mig. Parce que c'est vraiment cette partie holistique. Même, je reprends encore un exemple, mais ceux qui ont des produits très chers
les personnes ont besoin de beaucoup plus de temps pour se faire convaincre. Donc, même si elles achètent grâce à la pub, par exemple, ils vont devoir voir la pub beaucoup plus de fois parce que les décisions d'achat, c'est pas les mêmes. Ouais. Mais, par exemple, la plupart du temps, quand tu achètes, les personnes achètent, c'est parce qu'ils ont vu la pub sur plusieurs canaux en même temps, ou par exemple, ils sont arrivés sur le site, ils se disent ok, j'aime vraiment, mais je sais pas, et c'est les mails en fait qui vont terminer terminer la vente, qui vont terminer l'achat. Donc c'est essentiel d'avoir cet écosystème pour pouvoir garder ses clients, mais même pour confirmer les nouveaux, quoi. Comme on en parle depuis tout à l'heure, le client récurrent, ça a aussi un autre aspect. C'est-à-dire que tu vas pouvoir aussi valoriser ta boîte si tu as un taux de client important, un taux de client récurrent important. Totalement, parce que l'acheteur, il va se dire, ça sera beaucoup plus simple, on va dire, pour moi. Et puis, là, on en revient encore sur cette partie holistique, mais pour nous, c'est important, s'il y a plein de leviers d'acquisition qui sont mis en place, encore plus les réseaux sociaux. S'il y a déjà une communauté existante, c'est vrai que ça met une énorme valeur. Et puis, parfois, ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que quand vous avez tout ça de bien mis en place, votre taux de conversion aussi, ça joue. Parce que plus on voit les publicités partout, quand on voit vos réseaux, la communauté, les avis, à la fin, les gens, ils ont ultra confiance. C'est ça. Donc, l'achat est super simple, en fait. Ouais. On en parle souvent sur les réseaux sociaux. Le nerf de la guerre, forcément, c'est développer son chiffre d'affaires. Forcément. Mais bon, tout le monde n'est pas au courant de tous les moyens d'acquisition qu'il y a pour, on va dire, développer son chiffre d'affaires sur le e-commerce. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus ? Ouais, je pense qu'on peut déjà un petit peu les départager aussi par rapport au budget et par rapport à la partie un peu technique qui est possible. Mais je pense que le premier, que celui que tout le monde connaît et que tout le monde peut utiliser, c'est les réseaux sociaux, tout simplement. Nous, ce qu'on conseille toujours avec Mathieu sur les réseaux verticaux, donc tout ce qui est réel, Instagram, TikTok, Facebook, même Pinterest, tous les shorts possibles, c'est vraiment de pouvoir travailler ce contenu, de poster un maximum de réel. Ouais. Les gens vont s'attacher à vous pouvez faire différents contenus. Et la seule chose que ça va vous demander, en tout cas au début, ça va être du temps. Ouais, du temps et des idées et des réflexions, faire de la veille sur les différents comptes. C'est ça. Donc ça reste la chose la plus simple. Même LinkedIn peut être possible, même si c'est quand même dans une posture un petit peu différente parce que on le remarque avec le temps, le LinkedIn peut débloquer pas mal de portes sur le B2B plutôt, parce qu'on est quand même sur un réseau un peu plus professionnel. Mais voilà, je commencerai par la partie organique. Derrière, je dirais la partie affiliation, qui est quand même pas mal délaissée. Alors, c'est une autre branche, on va dire, de l'influence. Mais c'est vrai qu'en termes de coûts au début, ce qui est intéressant, même chose, ça va vous prendre du temps. Vous allez démarcher ces personnes-là. Mais derrière, c'est de leur dire, voilà, si vous mettez en avant ma marque, vous prenez le temps, sur chaque vente générée, vous aurez une affiliation sur ce produit-là. Donc, pour eux, c'est une commission, pardon. Donc, c'est encore plus intéressant parce que, forcément, eux n'ont pas de plafond de verre et peuvent communiquer sur toute l'année sur votre marque. Et vous, pour vous, derrière, vous avez un égérie, on va dire, durable, qui est quand même assez plus simple. Et surtout, tu dépenses 0 €, quoi. C'est ça aussi. Je pense que on s'en fiche de donner 10 à 15% de sa marge, c'est pas très grave. Et derrière, vous aussi, ça vous fait du contenu de manière gratuite. Ouais. Donc voilà, ça c'est plutôt intéressant. Et puis après, derrière, on arrive quand même sur les parties payantes. Il va y avoir tout ce qui va être publicité. Là, avec Google, avec Meta, avec TikTok. Donc là, forcément, les budgets varient en fonction des plateformes, mais ça reste quand même quelque chose d'assez coûteux au début. Il faut récolter de la data. Il y a la partie influence. Donc là, aussi. Payer des influenceurs, etc. Même chose. À chaque fois, on le dit. L'influence n'est pas mort, mais c'est plus non plus l'Eldorado qu'avant. On se dit pas, faut pas se dire, je vais faire un placement, c'est bon, je vais exploser ma marque. Non, c'est faux. Il y a besoin de récurrence. C'est comme les ads. Il faut pouvoir montrer aux gens plusieurs fois la marque. C'est psychologique. C'est ça. De toute façon, on va pas se le cacher aujourd'hui. Même les gens, on va dire en général, ils vont pas se fier qu'à une seule personne. Et la marque, tu la connais ni d'Adam ni d'Ève, tu la vois une fois. Il y a très peu de chances que tu fasses directement un énorme chiffre d'affaires. Ouais. C'est plus comme avant, comme tu disais, l'Eldorado, où tu faisais un placement et directement tu faisais des x10, x20. Ouais. Là, aujourd'hui, il faut quand même une certaine récurrence. Nous, en général, on demande entre 3 et 4 fois. Ouais. C'est-à-dire déjà 3 placements dans un placement. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Et après, donc, c'est-à-dire que tu as un unboxing, ensuite tu as le placement, ensuite tu as le rappel. Ouais. Et ensuite de ça, tu places pendant 4 fois, donc c'est-à-dire une par semaine pendant un mois pour avoir déjà une certaine récurrence et pour prendre une décision si, écoute, si cet influx vaut le coup de continuer avec lui. Ouais, totalement. Et puis après, les autres leviers, ce sera le SEO. Pour là, sincèrement, le SEO, le faire tout seul, c'est très compliqué. Ouais, là, je pense que je vous conseille, même si c'est pas avec nous, mais de prendre une agence ou de prendre quelqu'un de spécialisé. Ouais.
parce que il y a plein de parties techniques, que ce soit sur votre CMS, si vous avez un WordPress, un Shopify, un PrestaShop, et puis derrière, même l'étude des mots-clés, l'achat des backlinks. Là, voilà, je rentre déjà dans de la technique, donc ça prend vite la tête. Donc, ouais, je dirais le SEO, pour moi, qui est obligatoire. Après, ça, c'est plus gratuit, même si bon, tu l'as mis dans le payant, parce que je pense que tu as compris qu'il y aura des frais. Ils vont devoir payer des frais à une agence c'est ça totalement. Et puis après, derrière, je crois que voilà, on peut compléter avec la partie mailing, même si le mail en tant que tel, si vous n'allez pas chercher de l'acquisition, ça sert à rien de mettre des mails. Voilà, enfin juste panier abandonné. Oui, classique. Les classiques avec par exemple le bienvenu. Mais oui, derrière pour moi ce sera les principaux leviers d'acquisition. Même chose, les gens qui disent oui, moi je veux absolument travailler mon B2B tout de suite. Je tiens à le rappeler, oui bien sûr si vous avez des produits qui sont super intéressants et que vous avez un concept, oui vous allez pouvoir en vendre, mais déjà il va falloir peut-être avoir un commercial, aller démarcher par mail. Et ils vous prendront jamais avec beaucoup de quantité. Mais les gens derrière qui nous disent, moi, je vais dans de grands magasins, de grandes chaînes. Non, ça n'existe pas. Dès le début, non. Dès le début, ça n'existe pas. C'est pas possible. Faut déjà avoir une grosse notoriété. Et ça, on le dit un petit peu à tout le monde. Mais c'est le marché qui décide. Si, je dis n'importe quoi, Sephora se dit, oh là, t'as vu cette marque, là, elle fait que d'exploser, tout le monde en parle. C'est eux qui vont dire et qui vont venir vous chercher. Il faut que vous soyez dans notre boutique. Et puis le B2B, ça découle du D2C. Totalement. Le D2C, c'est direct to consumer, c'est quand vous vendez directement sur votre site web. Ouais. Le problème, c'est que les gens oublient ça. C'est-à-dire que c'est la visibilité qui va faire qu'ils vont intéresser le B2B. C'est pas l'inverse. C'est ça. C'est pas le B2B qui va intéresser le B2C, ou alors c'est très rare. Ouais. Mais et puis, vous serez toujours agréablement surpris. Je dis n'importe quoi, quelqu'un qui va démarcher, par exemple, pour prendre l'exemple des pharmacies avec les compléments alimentaires. C'est normal, au début, ils vendent petit à petit. On sait très bien que le marché ralentit aussi, qu'il y a moins d'achats en vue de la situation économique, en tout cas en France. Et forcément, une marque ou un magasin, une chaîne qui vient vous chercher, ils savent déjà le nombre de quantités qu'ils veulent vendre. Et croyez-moi, ce sera une grosse quantité. Donc, vous serez content de ce côté-là. Donc, bossez votre visibilité, bossez votre vente en ligne, parce que derrière, ça va vous ouvrir un sacré, on va dire, si on peut appeler ça comme ça, un levier d'acquisition. Ouais, un énorme porte. De toute façon, on l'a vu avec des marques qu'on accompagnait. De base, ils partaient à des 4 000 € en B2C, enfin en D2C. Ouais. Et finalement, en fait, ils ont fait x2 sur D2C, et x2 sur le B2B. Ouais. Donc, et c'est grâce aussi à tout l'environnement qu'il y a autour, que ce soit l'organique, que ce soit les ads, tout le SEO aussi. Donc, c'est tout un environnement, comme je le dis à chaque fois, je me répète, je suis chiant, je sais. Mais c'est vraiment important de prendre ça en compte. Ouais, vraiment. Et puis du coup, Mathieu, je pense qu'on a déjà bien discuté, on a parlé de différents sujets. N'hésitez pas aussi à nous dire un petit peu en commentaire qu'est-ce que vous préférez, un petit peu en valeur, sur quoi vous aimeriez qu'on pousse. Sur quel sujet intéressant ou que vous avez besoin, qu'on peut en discuter. Qu'on peut s'en débattre. On a la chance d'être deux. C'est vrai que là, pour une fois, c'est un petit peu différent des autres. On est vraiment à deux et on a aussi chacun notre compétence et nos avis. Donc n'hésitez pas, même si vous voulez un petit peu plus sur nous, sur notre vie, avec grand plaisir. Mais là, pour la dernière, on va faire un petit peu plus trash. Toi, Mathieu, qu'est-ce que tu en penses des dirigeants des agences qui n'ont jamais touché une marque, qui n'ont jamais touché le e-commerce, qui sont juste directement sur la prestation de service? Et limite, pour certains, ils ont plus lu le manuel de Meta ou de Google que vraiment taper dans le dur, un peu comme nous. Ouais. En fait, en général, il faut savoir que les dirigeants d'agences, comme nous, des marketing, ils ont commencé soit de leur côté en tant que freelance, et après ils sont devenus des agences, ou alors c'est des anciens de Meta, de Google, etc., qui ont créé une agence et qui ont vu un potentiel par rapport à ça. Ouais. Donc, c'est-à-dire que dès lors que tu es freelance, tu as testé sur des clients, mais tu connais pas tu connais pas réellement les problèmes et ce dont a besoin la marque. Ouais. Donc, et au-delà de ça, après, quand tu prends l'autre partie, c'est-à-dire Google, des anciens de Google, des anciens de Meta, quand tu vois et que tu connais, que vous êtes e-commerçant et que tu vois quand tu as le consultant Meta qui te dit fais une campagne trafic à 15 €, tu comprends vite où est-ce que tu vas t'emmener. Ouais. Donc c'est ça le souci. Et puis en plus de ça, le problème, c'est qu'il y a peu d'agences, voire aucune agence qui prennent des marques à partir de 0 € de chiffre d'affaires. Ouais. Donc il faut savoir que c'est beaucoup plus simple. De toute façon, on le sait, on ne va pas se le cacher. C'est beaucoup plus simple, comme on parlait tout à l'heure, de prendre une marque qui a un product market fit. Donc déjà établi, validé. Ouais. Donc c'est beaucoup plus simple, c'est du pain béni. C'est-à-dire que tu as juste à augmenter les budgets, à mettre 2-3 optimisations à droite à gauche et tu montes déjà à 30-40 000 € de chiffre d'affaires tranquillement.
Donc, il n'y a rien de... Même si, bien sûr, on respecte, il y a un business pour tout le monde. Bien sûr. Là, on donne juste notre avis. C'est pas pour casser du sucre gratuitement. Oui. C'est que nous, déjà, on a nos marques, on a déjà essayé de déléguer à ces personnes-là. Ouais. Forcément, on sait comment ça se passe. Ouais. Et puis, nous, on reprend la chose. C'est un peu bête, mais j'ai n'importe quoi. Quelqu'un qui fait des coachings sur le trading, tu te dis, pourquoi tu trades pas, toi? Oui, c'est ça, pourquoi en fait. t'es pas trader? Parce que si t'es ultra fort et que tu sais tes compétences, pourquoi tu ne le fais pas? Donc, c'est toujours ce qu'on s'est dit avec Mathieu. Si t'es super fort sur le e-commerce, en ads et tout, pourquoi tu n'as pas fait ta marque? Oui, pourquoi t'as pas de marque e-commerce? Parce que je pense que on le sait tous, quand tu connais très bien le potentiel d'une marque e-commerce, tu peux, si tu gères bien tes coûts, etc., avoir 30% de marge, bien gérer les choses, largement. et donc avoir un bon revenu, avoir un autre business à côté. Donc à chaque fois, on a toujours posé un petit peu cette question, mais toi, pourquoi tu le fais pas? Non, mais moi, j'ai pas le temps, je suis focalisé sur l'agence. Non, c'est pas vrai, parce que nous aussi, avec Mathieu, on a la chance de voir. Alors, on s'est pas mal cassé les dents avant. Ouais, aussi. On s'est trompé sur pas mal de choses en e-commerce. On était loin d'être parfait et on est encore loin d'être parfait maintenant. C'est sûr. Mais c'est là où aussi, nous, la chance avec Mix, c'est qu'on crée notre équipe. Et donc, derrière, ça nous permet aussi de déléguer avec notre marque. Parce que on a façonné comment on imagine aussi l'e-commerce. Et puis, chacun des experts qui sont dans notre équipe nous apporte aussi cette valeur. Parce que, comme on l'a dit au début, on n'est pas des pros dans chaque domaine. C'est pas possible. C'est ça, c'est impossible. On peut pas lire les livres, regarder toutes les vidéos de partout. Et donc, eux nous permettent aussi de nous améliorer et d'apporter à nos business. Donc, je pense que c'est un peu pour ça que nous, on a voulu montrer notre marque maintenant sur YouTube. C'est de dire que si nous, on a une agence, c'est parce que aussi à côté, on a notre marque. Et c'est pas des mythos. Oui, et puis aussi, surtout en dehors de ça, c'est qu'on voulait aussi se démarquer. Ouais. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, il y a énormément d'agences aujourd'hui, déjà sur le marché français. Totalement. Et les agences se ressemblent. Ils font de l'ads plus comment on va dire ça, un laboratoire de créatif. Ouais, voilà. Tu vois, où en gros, ils gèrent les ads et ensuite ils te créent tes images, tes vidéos pour tes publicités. Ouais. Donc ça ressemble à tout le monde. Donc, comment tu veux te démarquer dans un océan rouge? Écoute, nous, on a contourné le problème. Nous, de base, on était e-commerçants. Donc, on s'est dit, on est des e-commerçants au service d'autres e-commerçants. Tout simplement. Tout simplement. C'est simple que ça. Bien sûr, on critique pas ces autres agences parce que, eux, petit à petit, même la personne qui a commencé en tant que freelance, tu prends les retours d'expérience. Oui, tu t'améliores. Donc, forcément, tu comprends. Et après, il n'y a aucun problème, par exemple, d'avoir des ads rentables, de faire un beau taux de conversion sur le site. Mais je veux dire, cet écosystème et cette compréhension autour, ça, il faut l'avoir vécu pour le comprendre. Ouais, c'est ça. Et même pour trouver ces bons contacts-là, comment juger de savoir si cette personne dans l'équipe ou même un logisticien est bon alors que tu n'as jamais testé avant avec ta propre marque. Donc, c'est toujours plus compliqué. Mais voilà, nous, c'est vraiment cette différence. C'est ça. Et puis, il y a une différence entre la théorie et la pratique. Ouais. Parce que souvent, ça reste l'école, ça reste en surface. Quand tu connais vraiment bien les marques e-commerce et que tu en as monté et que tu en as fait scaler et que tu en as monté de 0 jusqu'à X milliers d'euros, tu vois vraiment les problématiques que tu rencontres et comment y répondre. C'est ça. Donc, c'est vraiment là notre grande force, c'est qu'en fait, nous, on peut se mettre à votre place et comprendre ce dont vous avez besoin. Et ça se trouve, comme tu l'as dit tout à l'heure, justement, c'est-à-dire que souvent, les gens, ils viennent avec un problème qui, en fait, n'en est pas un. C'est ça. C'est l'avantage là-dessus. Et même quand on fait cette partie audit, je reprends l'exemple de nous avant nous-mêmes. Quelqu'un vient pour de l'acquisition, on va auditer que l'acquisition. Alors que maintenant, avec l'équipe qu'on a, c'est l'avantage, c'est qu'on peut auditer tout l'écosystème et derrière, on en fait un réel audit. Même si on ne travaille pas ensemble, au moins, on aura donné de la valeur. Et c'est ce qu'on cherchait avec Mathieu, c'est d'au moins de ne pas avoir la bouche fermée, de pouvoir l'ouvrir, on va dire, qu'à 50%. C'est ça. Là, au moins, on exprime vraiment tout ce qu'on veut. Et puis voilà, je pense que c'est notre gros avantage. Et j'espère que vous suivrez l'aventure sur cette marque qu'on va documenter. Ouais, que ce soit... De toute façon, on va être transparent, que ce soit les réussites ou les échecs. On va vous montrer les galères. Le chiffre d'affaires, c'est pareil, toujours tabou. Mais nous, il n'y a pas de problème avec ça, on vous le montrera. Et puis, même s'il y a des nouveautés, après, le produit il viendra, on montrera la marque. Peut-être de toute façon, on la montrera, c'est sûr. Mais je pense qu'on fera des petits jeux histoire que vous devinez un petit peu ce qu'on prépare. Si vous nous avez suivi jusque-là, c'est que vous avez kiffé la vidéo. En tout cas, je vous remercie avec Ismaël. On vous remercie de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager même la vidéo. Vous irez voir aussi en description, il y a nos réseaux. Vous pourrez nous suivre, Matt et Isma. On va documenter la marque, comme on l'a dit tout à l'heure. On va vous partager plein de valeurs. N'hésitez pas aussi à dire en commentaire ce que vous voudrez qu'on parle à l'avenir. Même comment on peut s'améliorer aussi. Parce que c'est vrai que c'est nos premières vidéos, on n'a pas l'habitude. Donc s'il y a des choses qu'on peut upgrader, avec grand plaisir d'avoir vos retours. Allez, à très vite. Ciao. Salut.